Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de votre rubrique Manager à l'affiche. Et merci à vous de nous suivre actuellement depuis notre site internet matinlibre.com. Et pour ce rendez-vous, nous parlerons cinéma africain, à travers la filmographie d'un acteur, réalisateur, scénariste et producteur béninois. Et par ces différentes casquettes que je cite et qu'il est évidemment fier de porter, je veux simplement désigner M. Sylvestre Amoussou. Béninois vivant en France depuis plus d'une trentaine d'années, il est très attaché à son pays et il se bat comme un beau diable pour la promotion de son 7e art. Monsieur Sylvestre Amoussou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Vous êtes au pays dans le cadre du tournage de votre nouveau film, L'orage africain. Un continent sous influence. Un continent sous influence. Le tournage a duré plus d'un mois ici. Exactement. Donc vous avez mis le clap de fin, comme on dit, il y a quelques jours. Il y a quelques jours. Exactement. Un petit bilan de ce séjour. Eh bien, un tournage très difficile. Parce que bon, défendre l'Afrique requiert beaucoup de moyens et malheureusement, les Africains n'ont pas encore conscience que nous sommes dans la guerre des images, que pour défendre ce continent, ce n'est pas les Européens qui vont financer, mais que ça doit être les Africains qui doivent accompagner le développement de l'Afrique et projeter une image positive de ce continent. On vous parlait de guerre des images, c'est un mot assez fort. Une guerre que, bon, je ne sais pas si les Africains, avec tout ce que vous venez de dire, sont vraiment aptes à remporter bientôt. Mais enfin, ça c'est un grand débat. Monsieur Amoussou, ces différentes casquettes que j'ai citées en début, les différentes casquettes de réalisateur, producteur, acteur, scénariste auxquelles j'ai fait allusion, ne sont-elles pas lourdes justement à porter quand on connaît toutes ces difficultés inhérentes à la production cinématographique en Afrique et en l'occurrence au Bénin? C'est vrai que c'est très difficile. Au départ, bon, ce n'était pas un choix. À la base, bon, un réalisateur a envie d'avoir un producteur qui finance, qui soutient et qui accompagne le réalisateur. Mais bon, vous voyez les sujets que j'aborde, ce n'est pas les sujets que les Occidentaux ont envie de voir. Parce qu'il y a plusieurs guichets en Europe, le fonds Sud, le fonds Image Afrique, le fonds... Enfin, il y a plein de fonds en Europe qui accompagnent les films africains à condition que ça soit des films sur le misérabilisme. Et vous n'êtes pas abonné à ces guichets? Non, non, parce que après une trentaine d'années en Europe, j'ai vu les images qu'on véhicule sur le continent, ça ne me plaît pas du tout. Donc j'ai pris conscience très tôt, parce que vous voyez bien, même aux États-Unis, avant qu'il y ait un président noir américain, dans les films, on a déjà vu ça. Hollywood n'est jamais loin de Washington. Et en France, dans le commerce mondial, on a sorti la culture et on fait l'exception culturelle. Il n'y a qu'en Afrique qu'on n'a pas pris conscience et puis on pense que les cinéastes sont des amuseurs publics et tout, alors que nous sommes là aussi pour éduquer, pour accompagner, pour éveiller les consciences. Voilà. Donc, bien évidemment, on ne m'accompagne pas pour ces moyens et je rencontre quelques Africains, quelques amis européens qui sont conscients du problème, qui m'accompagnent sur mes projets. Et alors après nous avoir vendu le rêve, parce que je vous appelle le vendeur de rêve, après nous avoir vendu le rêve d'une Afrique Eldorado de l'Europe dans Africa Paradise en 2007 et dévoilé les dessous de la corruption avec un pas en avant, les détournements des aides internationales en 2011, donc vous nous revenez avec l'orage africain. Un continent sous influence. Un continent sous influence. Tout un programme. Voilà, tout un programme. C'est tout simple parce que il n'y a que les Africains qui ne prennent pas conscience que leur continent regorge de richesses. Tout le monde vient se servir en Afrique. On parle de l'Eldorado, mais en même temps, à travers les médias occidentaux, on dit c'est le pays de tous les maux, de la misère, des pandémies. Ce qui n'est pas faux. Non, ce qui n'est pas faux, parce que bon, on appauvrit l'Afrique. L'Afrique n'est pas pauvre. Il y a une nuance dans la dialectique. Bon, donc, si tous ces gens-là convergent vers ce continent, c'est qu'il y a bien des intérêts quelque part. Il y a un trésor caché. Voilà. Pour nous, peut-être, qu'eux, ils voient et que nous, Africains, ne voyons pas. Bon, ben, justement, moi, j'ai vu ce trésor caché. Donc, j'ai eu envie
d'éveiller les consciences parce que, bon, tout ceci ne peut pas être révélé sans travail. Un véritable travail par des Africains eux-mêmes. Donc, l'orage africain, c'est quoi? Et c'est un pays imaginaire, un chef d'État d'un pays africain imaginaire. Comme dans tous les autres films d'ailleurs. Comme d'habitude, qui en a assez de voir son continent, son pays spolié par l'Occident. Et il décide de nationaliser les matières premières et les moyens de production qui vont avec. Et il donne 3 mois aux Occidentaux de quitter son pays. Ceux qui veulent rester... Ça fait penser à un Zimbabwéen quelque part là. Non, pas Zimbabwéen. Enfin, je pense que tout Africain conscient devrait se réveiller et devrait montrer que nous pouvons développer notre continent par nous-mêmes déjà, par faire le commerce inter-africain. Parce qu'on n'a pas besoin des autres pour s'en sortir. On nous fait croire qu'on a besoin d'eux, c'est faux, on a besoin de personne. De toute façon, vous voyez, aujourd'hui, l'Europe s'appauvrit de plus en plus. Aujourd'hui, la France, que je connais très bien, est un pays qui vit encore sur le reste de l'héritage colonial. Mais ça ne peut pas durer comme ça. Parce que nous vivons là-bas, on nous considère comme des brebis galeuses. Nous sommes là alors que nous contribuons et on vient prendre les richesses de ce continent. Moi, par exemple, j'ai vu ces dernières années, Nicolas Sarkozy rentrer en Afrique, détruire l'Afrique, nous mépriser, nous insulter. Et on a essayé, parce que je vote en France bien sûr, parce que je contribue à l'économie de ce pays-là aussi. Donc on a choisi Hollande. Hollande, je me rends compte que c'est le président français aujourd'hui après De Gaulle qui met des bases militaires un peu partout en Afrique. Et c'est inacceptable. On ne peut pas continuer à accepter ça. Et malheureusement, la majorité des chefs d'État africains vont se prostituer. Et le mot est fort, mais je le dis et je le pense. Ils se taisent. Ils se taisent et puis d'abord ils vont faire allégeance à la France, alors que même la France ne leur demande rien. Bon, donc comment s'en sortir? Donc maintenant, je montre le processus de déstabilisation de ce continent à travers ce film L'orage africain. Qui déstabilise la révolte va partir d'où? Sera initiée par qui? Vous voyez, chaque fois dans l'histoire de l'Afrique, à chaque fois, quand il y a un chef d'État africain un peu conscient, qui a envie de travailler pour son pays, soit il est assassiné, soit il est mis en prison, ou dernièrement il est mis à la haie. Kadhafi, Gbagbo, etc. Thomas Sankara, Lumumba, et voilà. Bon, donc, chaque fois, quand un président ne travaille pas pour l'Occident, qui veut travailler pour son pays, on l'enlève. Et là, moi je dis, il y en a assez. Maintenant, il faut que les Africains même se rebellent, qui prennent conscience que c'est à eux de choisir leur dirigeant. Et le dirigeant qui doit choisir ne doit pas être asservi, ne doit pas être au service d'un autre que leur service. Il est permis de rêver. Voilà. Parce que bon, là aujourd'hui, vous en connaissez sur le continent? Vous en voyez? Malheureusement, aujourd'hui, je n'en vois pas. D'accord, d'accord. Mais, c'est pas parce qu'on n'en voit pas qu'il n'y en a pas. Là, vous êtes un peu comme, vous avez parlé de Hollywood qui est souvent précurseur, qui est un pas en avant sur l'histoire. Des films sur des présidents africains ont été tournés avant que Barack Obama ne devienne président. Donc vous, avec ce film-là, vous rêvez d'une Afrique qui viendra peut-être dans 20, 30 ans, 50 ans ou je ne sais dans combien de générations. Ça va arriver. Et ne vous inquiétez pas, ça arrivera. Africa Paradis, quand j'ai tourné Africa Paradis, j'ai tourné Africa Paradis en 2002-2003. Il est sorti en 2007. Aujourd'hui, regardez l'Angola et le Portugal. Les Portugais vont immigrer en Angola et ils renoncent même à leur propre nationalité pour pouvoir prendre la nationalité angolaise. Regardez les Espagnols, ils vont au Maroc. En France, ils viennent de plus en plus en Afrique noire, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et y compris le Bénin. Donc moi, je suis convaincu que ça va arriver. D'accord, mais vous qui avez prophétisé donc cette Afrique qui sera un jour le paradis de l'Europe, de l'Occident, je suppose que vous devez être mortifié par toutes ces images que nous avons vues en avril dernier, après le naufrage donc, de ce bateau en Méditerranée. Les immigrés, voilà, c'est encore un drame. Ça, c'est ce qui nous choque, parce que les Africains, les dirigeants africains n'aiment pas leur peuple ni leurs enfants. Attendez de voir un enfant blanc
mourir en mer et vous allez voir tout le tollé que ça va faire. C'est ce que Fatou Diome disait justement, l'écrivain. Alors que les enfants, maintenant, c'est devenu quelque chose de normal. Tous les jours, banal, ah oui, il y a encore un bateau qui a chaviré, oh, ces pauvres Africains et tout ça, non. Quelqu'un dit même que c'est un scénario qu'encouragerait l'Occident pour pouvoir décourager ces Africains-là donc à venir chez eux et à envahir leur pays. Les Africains prenaient conscience, il n'y a rien en Europe. Il n'y a rien. Rien, absolument rien. Moi, je vis là-bas. Justement, dites à ces jeunes Africains à quoi encore ils peuvent s'accrocher comme motif d'espoir pour ne pas être attirés. Donc, développer ce continent, travailler ici. Je crois qu'il y avait un artiste qui avait prophétisé ça dans les années 60, c'est J.J. Viquet. Quand il chantait no Africa, l'histoire, bon, pour ceux qui ne comprennent pas le Lumina, ça veut dire que le bonheur d'un Africain, c'est pas dans le salon d'un Européen. Quand je passe dans les rues en Europe, on dit, regardez-moi ce négro, il n'a même pas mangé chez lui. J'ai pris un jour de l'Europe, j'en ai eu tellement assez que je suis allé aux États-Unis. Les Blancs américains ont pris les armes, ils m'ont tiré dessus. À partir d'aujourd'hui, je ne me laisserai plus jamais faire. Ou soit je vais être armé, ou soit nous allons tous mourir, ou soit nous allons tous être en paix. Et c'est déjà dans les années 60. Et quand vous vivez en Europe, vous prenez conscience de ce que ce grand monsieur a dit. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Nos enfants africains, à partir d'aujourd'hui, je pense que notre génération est une génération perdue. Oui. Prenez conscience avec nos enfants à partir de l'âge de 4 ans. Inculquez-leur l'amour de la patrie, de l'Afrique. Un peu de nationalisme n'a jamais tué qui que ce soit. Il n'y a rien en Occident. Je le dis et je le redis. On fait croire que nous avons besoin de nous n'avons besoin de personne. Déjà, on fait le commerce intra-africain. Nous dépendons de nous-mêmes. Et au niveau de la santé, nous avons des plans, nous avons tout ce qu'il faut pour développer ce continent. Mais malheureusement, la plupart des dirigeants africains sont tous asservis et ils courent après leur poste et ils s'accrochent à leur poste et ils s'en fichent du peuple. Le peuple est souverain, le peuple détient le pouvoir. Battez-vous pour ça. Moi, ma petite personne ne compte pas. On sent le révolutionnaire là. Non, il n'y a pas de révolution parce que je suis outré. Oui. Parce que je vois bien, parce que quand vous vivez en Europe, vous prenez conscience, il y a des gens qui vivent en Europe et qui ne sauront jamais ce qui se passe. Il y a des gens qui vivent en Europe qui ont des enfants qui vont à l'école. C'est à l'école qu'on découvre comment l'Occident éduque leurs enfants. Sur la suprématie du blanc, enfin, oui. Ou des enfants nés là-bas. Donc, quand vous allez à l'école, vous voyez comment les enfants sont éduqués. Donc, à nous d'éduquer nos enfants. Et de formater leur esprit, voilà, à nos valeurs, à l'amour de notre... L'amour de la patrie, l'amour du peuple et l'amour de la terre. Comme je dis dans le film, Et l'orage africain, à partir de maintenant, les terres africaines ne pourront plus être vendues aux étrangers. Parce que c'est tout ce que nous avons et c'est tout ce que nous allons léguer à nos enfants, aux futures générations. Prenez conscience parce que c'est très difficile. Et justement, donc, ce film, Un cri d'amour, donc je le rappelle, pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Tout entière. Parce que, bon, déjà, on fait tout possible pour nous diviser, pour dire, voilà, vous êtes béninois, vous êtes zimbabwéens, vous êtes togolais, vous êtes ivoiriens. Non, nous sommes des Africains. Avant tout. Avant que la colonisation arrive, nous sommes tous un peuple uni, même s'il y a des problèmes, parce que où est-ce qu'il n'y a pas de problème? Bon, si vous prenez un Béninois aujourd'hui, il a la famille au Togo, au Ghana, au Nigeria et au-delà, jusqu'au Burkina. Et on nous dit de nous entretuer, de dire que les autres... Non, il faut se battre. On va par là aussi avec la monnaie coloniale, le CFA. On n'a jamais vu aucun pays au monde se développer sans sa propre monnaie. Donc, et sans sa propre langue. Là, c'est bon. C'est encore. Nous sommes en train de soulever beaucoup de débats. Mais tous ces débats que nous ne pourrons pas développer ici. Monnaie unique, une langue qui pourrait tous nous rassembler en Afrique avec toute la diversité que nous avons, diversité linguistique. C'est possible parce que nous apprenons l'anglais, nous apprenons l'allemand, l'espagnol, même le grec, les langues mortes. Même le chinois. Bon, donc, pourquoi est-ce que l'Afrique ne déciderait pas de prendre une langue
Donc, une grande question. Pourquoi les Africains sont si extravertis et aiment tellement les valeurs donc, externes plus que leurs valeurs endogènes? Mais ça, c'est un grand débat. On ne va pas finir avec vous parce que je vous sens venir. Non, parce que depuis très longtemps, et puis on va nous dire qu'on fait un débat démagogique parce que vous allez retourner en France bientôt. Oui. Vous y vivez depuis 30 ans. Pourquoi refuser aux jeunes donc de vouloir tenter une expérience, eh bien, si les jeunes veulent le faire, excusez-moi, si les jeunes veulent le faire, ils n'ont qu'à aller parce qu'ils vont se rendre compte que c'est le cauchemar là-bas. Point final. Alors, moi, en gros, je n'interviens à personne, ouais, mais seulement j'essaie de faire prendre conscience aux gens que le bonheur ici, construisez votre bonheur. Une fois que vous avez tout ici, vous êtes des citoyens du monde. Si vous voulez voyager, vous avez le droit d'aller visiter l'Europe. Avec un esprit ouvert et bien de revenir construit. chez vous. Je ne suis pas en train de créer un blocos autour de l'Afrique. De toute façon, l'expérience vaut 1000 mots. Hein. Voilà. Vous vivez là-bas, vous savez les réalités, vous êtes à même d'en parler, d'éveiller les consciences. Alors, revenons au film. L'orage africain. Donc, parlez-nous de l'équipe de tournage qui est essentiellement européenne, enfin française. Vous avez fait venir les membres de l'équipe depuis la France. Il y a beaucoup qui sont venus de France. Et bon, moi, chaque fois quand j'ai des compétences, si j'ai deux compétences africaines et européennes, si je dois choisir, je choisis d'abord l'africain. Ensuite, bon, parce que je ne suis pas... Nous manquons, voilà, faut dire donc, de compétences avérées dans ce domaine. Mes premiers assistants sont béninois, ils sont africains. Le chef électro-machinot, c'est un Sénégalais que j'ai fait venir de Dakar. Mais au niveau de l'image et tout, bon, il y a eu beaucoup plus de compétences avec les caméras que j'ai utilisées. Et non seulement ça, bon, j'ai pas envie non plus qu'on me reproche par rapport aux propos que je tiens, que techniquement, c'est pas bien, c'est pas ceci, cela. Donc, c'est des gens qui sont formés dans leurs écoles et qui connaissent la technique et l'image. Des professionnels en amont. Donc c'est pour ça que je les ai pris. Ben alors toute cette équipe et puis le casting aussi, parce que bon déjà pour les autres films, les Firmin Richard, Thierry Desroses, Fatou Ndiaye, etc. Ben, donc, en fait je suis en train de vouloir en venir au budget, aux finances. Vous devez être vraiment assez à l'aise hein, pour vous permettre ces choix-là. Non, et vous savez quand on croit en quelque chose, on se bat par tous les moyens pour y arriver. Mes films ne sont pas financés par les Européens. Qui c'est qui finance? Et avec le temps libre que vous avez là... Mais c'est normal, le cinéma c'est ça aussi. C'est de susciter des débats de société et d'éveiller les consciences. Justement, vous êtes libre, donc vous ne pouvez pas aller à ces guichets comme on dit. Non, je vais dans ces guichets parce qu'ils veulent savoir. Donc ils me convoquent, ils me disent, voilà, monsieur Amoussou, déposez votre dossier. Et une fois que je dépose le dossier, quand on voit ce qu'il y a dedans, on dit, monsieur Amoussou, vous avez une drôle de vision du nord et du sud. Voilà, parce que vous opposez souvent le nord et le sud. Oui, non, mais j'oppose personne. Nous sommes des citoyens libres. Nous sommes en 2015 et j'ai été en fac en France. Il y a des gens qui étaient derrière moi. Et qui ne sont pas plus intelligents que moi. Bon, donc, je pose des vraies questions de société. Et vous suscitez le débat. Je suscite le débat. Alors, revenons donc aux finances. Bon, donc, comment vous vous êtes arrangé pour avoir assuré ce casting-là, cette équipe de tournage et un mois de tournage ici au Bénin aussi? Très difficile. Parce que, bon, ce qui s'est passé, les Européens, c'est de bonne guerre, ne peuvent pas financer une image positive de l'Afrique qui gagne et qui leur enlève leur gagne-pain. Parce que leur gagne-pain, c'est le misérabilisme. Quand il y a le chaos dans un pays, on fait la place, on trouve leur place dedans. Ils ne vont pas financer quelqu'un qui dit non et vous allez vous mettre de côté, ou soit vous allez travailler sous notre direction à condition que nous sommes les maîtres aussi de notre continent. Alors, comment vous avez fait? Les finances, vous les avez trouvées où? Il y a des gens de bonne volonté, des Africains, quelques amis européens qui m'ont accompagné. Et surtout, ce qui m'a un peu choqué, ici au Bénin, il y a eu beaucoup d'hommes politiques qui ont promis. Oui, ça on sait le faire. Qui ont promis. La promesse est facile. Des gens qui, franchement, des gens qui prétendent à des postes beaucoup plus importants dans ce pays. Si on pouvait les nommer, oulala. Non, je ne les nommerai pas, mais au moment venu, quand ils se présenteront comme candidats, je pense que j'essaierai d'éveiller les consciences. C'est de bonnes cartouches, vous me les filerez? Je vous dirai. Je vous aiderai. Parce que c'est pas normal que on n'ait pas la conscience de la culture et qu'on raconte
des boniments aux gens. De grands discours. Des grands discours, on vous promet des choses. Et puis quand on promet, moi je fais un budget. Parce qu'on fait un budget calqué sur les promesses. Tout à fait. Parce que je pense que ces gens-là sont de bonne foi. Et surtout, ces gens-là prétendent diriger surtout le pays. Mais si ces gens-là n'arrivent pas à soutenir, à financer le cinéma, je ne vois pas comment ils peuvent diriger un pays. Et ça, bon, c'est très très intéressant ce débat. Et on verra au moment venu. Donc je suis venu au Bénin, ces gens qui m'ont promis et tout ça, parce que ce projet, je ne suis pas levé du jour au lendemain pour débarquer à Cotonou, parce qu'on programme tout. Donc, avant qu'on annonce les législatives ici au Bénin, le projet était déjà lancé et les dates étaient déjà bloquées. Parce que les comédiens, les techniciens qu'on engage, ils sont sur plusieurs fronts. C'est ça. Et il faut bloquer les dates. Il faut analyser tout. Pour avoir un agenda clair qui permette à tout le monde de s'organiser. Donc, moi, tous ces gens-là, je me suis basé sur les promesses de certaines personnes et je suis arrivé ici. Ces gens-là, je ne les vois pas. Ils ont disparu. Ils ont disparu. Quand on les téléphone, ils disent souvent « je vous rappelle ». Un homme politique au Bénin, s'il vous dit « je vous rappelle », c'est qu'il ment. C'est clair. Ment. Je vous rappelle. C'est triste à dire. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Mais ces gens-là ne peuvent pas diriger ce pays. Ce pays nous appartient à nous tous. Et normalement, nous devons faire tout possible pour que les générations futures s'en sortent. Et ça, moi, je ne suis pas un homme politique. Je ne veux même pas en faire de la politique. Moi, je suis un agitateur d'idées. Je suis un artiste. Je crée. La politique ne m'intéresse pas. Je fais la politique au cinéma. Mais il y a eu quelques petites gens, comme on dit, qui ont vu le film Africa Paradis un pas en avant et qui m'ont dit, Monsieur Amoussou, on peut vous accompagner. On n'a pas beaucoup, mais on vous accompagne. Il y a quelques décideurs, des entrepreneurs que je peux citer, que je n'hésiterai pas à citer, Monsieur Sativi, Monsieur Sébastien Javon et quelques autres qui m'ont accompagné. Des gens comme Tibus Monchor qui m'ont accompagné réellement. De grands managers. Voilà. Et qui ont dit, ah, Monsieur Amoussou, ce que vous faites, c'est important, on vous accompagne. On ne peut pas faire beaucoup plus, mais on vous accompagne. Et je pense aussi que les petites gens dans les quartiers, même les gens qui... J'ai vu des gens qui m'ont dit, Monsieur Amoussou, on ne peut pas faire beaucoup, mais on vous donne 50 000 pour faire. Et ça m'a tellement touché, ça m'a tellement ému. Et j'ai dit, ces gens-là, ils ont compris comment il faut développer l'Afrique. Mais la prochaine fois, c'est peut-être une idée comme ça. Certains hommes politiques, des jeunes, ont commencé à le faire. Vous ouvrez un compte, vous donnez les numéros du compte et tous ceux qui veulent vous aider pourront faire des versements. Il n'est pas trop tard parce que bon, ce qu'on appelle, le film est terminé, mais bon, j'ai encore des dettes sur le film. Et non seulement ça, il y a la partie post-production qui coûte extrêmement cher. Il y a la musique du film, il y a le bruitage, tout ça coûte très cher. Mais je peux vous garantir, et c'est pas un rêve, ce film fera énormément de bruit. On le souhaite. Parce que tout ce qui s'est passé, parce que le scénario, j'ai mis 10 ans à construire ce scénario. J'ai observé la vie politique en Europe, en Afrique. J'ai fait plusieurs voyages des deux côtés du rive pour pouvoir écrire ce scénario. Et ben on a hâte. Parce que même sur le tournage, les techniciens qui connaissaient le scénario, ils ont été surpris par l'ampleur qu'a pris le film. Et au niveau du casting, toujours pour ce troisième film, vous avez pris comment on appelle ça, rôle principal, une actrice, une chanteuse, notre star, la chanson ici. Malheureusement, je ne vous coupe pas. Et je pense que le monde de la chanson et le monde du cinéma, ce n'est pas deux mondes comparables. Eh bien, j'allais en venir. Parce que quand j'ai eu l'information, j'ai dit, bon, elle n'a jamais fait de film. Est-ce qu'il y a eu une préparation? Et ce n'est pas parce qu'on est une star de la musique qu'on va forcément... Elle aurait pu juste faire une apparition en jouant son rôle de chanteuse. Mais en tant qu'actrice, est-ce que ça a été préparé? Et donc, moi, vous confirmez que... Moi, j'ai cru. Nous parlons de Zénab. Voilà, j'y ai cru beaucoup. Et j'ai pensé que... parce que c'est une artiste talentueuse. Tout à fait. Et j'aime son côté engagé, enfin panafricaniste. Elle s'habille vraiment. Et c'est ça, parce que je ne la connaissais pas personnellement. Et je l'ai vue. J'ai pris contact avec elle. J'ai discuté avec elle. Mais le cinéma demande beaucoup de disponibilité. Bien sûr. Quand on vient sur un plateau le matin, on ne sait pas à quelle heure on va partir.
Bon, donc, c'est pas le même job. Oui. Donc, finalement, malheureusement, on n'a pas pu travailler Donc, ensemble. vous avez dû changer au pied levé? J'ai changé, j'ai pris une actrice qui s'appelle Delphine Abord. Ah oui, Qui d'accord. est une actrice de cinéma qui a été extraordinaire D'accord. dans le film, ainsi que l'actrice Sandra Adjaro, Oui. qui a déjà joué dans mon précédent Un peu film. en avant, oui. Et j'ai engagé beaucoup d'acteurs au Bénin. Et dans ce film, j'ai fait venir Eric Ebouane, Ah, encore? qui a joué Lumumba, Oui. et qui a déjà joué dans Africa Paradis. Si. Il est venu et il y a eu des acteurs comme Philippe Garoua, Sandrine Bulto, et qui sont venus de France et tout pour participer, etc. Alors, à quand ce film? Bon, pas ici parce qu'on n'a pas de salle de cinéma évidemment. Donc, ça va sortir en France quand? Pour l'instant, nous venons de terminer. Comme je viens de le dire, il y a la partie financement pour la post-production. Oui. Donc, il faut. C'est une autre bataille, ça. Voilà, c'est une autre bataille. D'accord. Donc, je suis encore dans le pays pendant quelques jours et je vais essayer de rencontrer les gens, de voir leur engagement citoyen pour la culture et pour le développement de l'Afrique. Je verrai, et ceux qui le souhaitent, ils peuvent toujours me contacter et pour pouvoir faire quelque chose pour ce film. Et je suis fier que ce film vienne du Bénin pour pouvoir se répandre dans le monde et sur l'Afrique. En espérant que donc à sa sortie, on puisse faire donc une avant-première au Bénin, je le souhaite. Soutenu par l'État. De toute façon, le film viendra au Bénin d'une manière ou d'une autre. Le film viendra. Peut-être que le pays va l'acheter? De toute façon, d'une manière ou d'une autre, le film viendra au Bénin. J'ai vu que les salles sont en train d'être refaites. Le cinéma, le Bénin et le ciné Concorde, et j'espère à l'intérieur du pays aussi. Le film va revenir. Et si les gens prennent conscience, ils peuvent prendre conscience que le cinéma génère beaucoup d'emplois en amont. C'est-à-dire que quand on sort, on va dans une salle, il y a le caissier qui est là, il y a les mamans qui vendent la nourriture à côté, il y a les gars de vélo, les gars de voiture, il y a tout ça à côté. Donc ça génère une économie parallèle. Mais les gens... Et puis c'est une culture d'aller au cinéma, regarder le film en famille. C'est important que nos enfants voient un Africain ou un Béninois qui joue le rôle d'un médecin, d'un avocat et d'un chercheur et tout ça. Des gens qui nous ressemblent. Voilà, ça va leur donner envie de devenir chercheur, avocat, enseignant. Ça va développer des vocations. Voilà. Alors que les films africains qui sont faits en Europe, si tu n'es pas dealer, polygame, marabout, voilà. Oui. Voilà quoi. Donc c'est très difficile de projeter vos enfants. C'est pour ça que vous n'êtes plus acteur en fait. Non, je travaille. Parce qu'on vous confine souvent dans les rôles d'immigrés. Disons que moi j'ai refusé depuis longtemps, enfant, de travailler dans les films si on ne me propose pas des rôles intéressants. Dernièrement, j'ai joué un rôle dans un film Unité de Passion et je jouais le président de la Fédération africaine de football. Ça, c'est intéressant. Bon, ça c'est différent. J'ai joué dans une série qui s'appelle Platane, qui est passée sur Canal+. Avec Éric Judor. Éric Judor, et je jouais le rôle d'un producteur de cinéma. Bon, c'est valorisant. Voilà, je fais des choses comme ça. Mais marabout, sorcier, polygame, assassin, ça va. Monsieur Sylvestre Amoussou, vous vivez en France, vous faites des films sur l'Afrique en général, mais vous êtes attaché à ce pays, le Bénin. Et je me demandais à quand un film sur un thème plus intime lié à la terre de vos ancêtres. Avec pourquoi pas notre grand acteur Dimon Roussou, par exemple? Ouais, pourquoi pas. Mais bon, j'espère vraiment trouver un sujet, parce que le sujet au pays ne manque pas. Il y a énormément, parce que quand je sors, j'observe la société, je regarde ce qui se passe autour, et j'espère que quand j'inviterai Timon Oussou, il acceptera de venir le faire. Parce que je l'avais déjà invité sur Un pas en avant, et moi, comme Timon Oussou est à Hollywood, c'est pas... Il doit être très demandé. Mais bon, je pense que, bon, l'avenir le dira. Parce que si nous avons la chance d'être à l'extérieur, je pense qu'on peut se donner la main pour montrer que le Bénin est uni et fier. Quelle est votre citation préférée, M. Amoussou? L'amour. L'amour. L'amour, toujours l'amour. Parce qu'avec l'amour, on peut tout faire.
Donc ça, c'est votre mot préféré? L'amour. L'amour. Toujours l'amour. L'amour du travail bien fait. Toujours l'amour. L'amour, la passion pour le cinéma. L'amour. L'amour pour votre femme aussi. L'amour aussi, toujours. Justement, parlons de la femme africaine béninoise. Vous la préférez comment? En voile, enfin donc voilée, en pantalon, en robe, sexy, soumise, libre, capricieuse? Libre. Beaucoup d'adjectifs. Vous savez. Parce qu'aujourd'hui, il y a des débats qui se font sur la femme qui ne doit pas être salariée, qui ne doit pas travailler pour une autre personne que son mari, etc. Non. On parle. Je pense que nous ne sommes. Et l'économie du Bénin, l'économie de l'Afrique est tenue par les femmes. Moi, j'ai toujours travaillé avec les femmes. J'ai toujours aimé les femmes. D'abord, ma chef opératrice, c'est une femme. Je pense que ma maman m'a donné l'envie de me battre. Même si papa travaillait, maman était commerçante et maman a fait beaucoup. Nous sommes 9 enfants, donc 5 filles et 4 garçons. J'ai des sœurs qui travaillent. Nous avons tous fait les mêmes études. Il n'y a pas eu de question de femmes à la maison. Et moi, même chez moi, j'ai 4 enfants, j'ai 2 filles, 2 garçons. Et je dis à mes enfants, et ça je le dis sincèrement, je préfère que mes enfants soient indépendants. Mes filles aussi bien que les garçons. Et mes femmes, mes filles ne dépendront jamais d'un homme. Économiquement, il y a l'amour. Mais l'amour ne veut pas dire la soumission. Moi, je respecte ma femme. Ma femme, jusqu'à présent, et j'espère que jamais je ne porterai la main sur ma femme. Ça fait 20 ans que nous sommes ensemble. Et j'estime que mes enfants, je dis toujours aux hommes, quelqu'un qui prend ma fille et qui lui met une claque, il peut s'attendre à la réponse immédiatement. Je viendrai. Voilà. C'est clair parce qu'on n'a pas mis un enfant au monde pour être l'esclave de l'autre. Voilà, donc, nous sommes complémentaires. Égalité des chances. Et surtout, mettez-vous à la place de l'autre comme dans Africa Paradis. Voilà. Si c'était vous. C'était vous. À qui on refusait. Ou qu'on vous gifle. Si les hommes, parce que il y a aussi des hommes battus. Est-ce que vous accepterez ça? Non. Mais déjà, bon, en tout cas, loin des violences conjugales, etc. J'estime que l'homme et la femme sont des partenaires. Merci, d'accord. Voilà, c'est tout. Sans démagogie, sans ceci. Et puis, dans le foyer, s'il n'y a pas de stabilité, je pense que vous ne pouvez pas, même le président de la République, il peut faire son malin, il peut dire n'importe quoi. Si à la maison ça ne va pas, il ne peut pas diriger le pays. C'est tout. Ben, ça me donne envie de faire un pont avant de conclure cette interview sur tout ce qui se passe actuellement au pays. C'est dommage, c'est triste ce qui se passe dans ce pays. Le Bénin, c'est notre pays, à nous tous. Mais je pense que les hommes politiques doivent donner l'exemple. Les invectives, ils doivent éviter. Un président de la République doit avoir aussi le dos large. Il faut respecter la fonction. Parce que nous avons élu un président pour 5 ans, 2 fois. Et puis, c'est terminé. La marina, c'est notre maison à nous tous. Nous avons loué. C'est comme faire un bail à un locataire. À la fin du bail, tu rends la clé et tu t'en vas. Et maintenant, le peuple va décider souverainement de choisir le prochain. Et si le prochain ne fait pas bien, la sanction est là. 5 ans après ou 10 ans après, il s'en va. Mais il faut arrêter, il faut dépassionner. Parce que c'est dans le chaos que les autres se nourrissent. Les autres, donc l'Occident, pour ne L'Occident pas se nourrit dire, dans le chaos. oui, se nourrit du chaos de Voilà. l'Afrique. Donc, le président n'a qu'à prendre conscience que tous les courtisans qui sont derrière lui, le jour où il va finir son mandat, ils vont le laisser tout seul. Parce que j'ai vu aussi au Bénin que c'est la politique chirouette. C'est-à-dire que dès que tu es là, tout le monde te passe la pommade. Moi, je viens de jouer le rôle du président de la République dans mon film. J'ai senti la solitude de l'homme qui est le président. J'ai senti les courtisans, parce que c'est un personnage, hein, mais on sent, on ressent
la pesanteur de la fonction. Quelque part, je comprends, mais le président n'a qu'à se méfier de tous ces courtisans qui lui racontent des balivernes. Parce que le jour où il y aura un problème, il sera seul à être jugé devant le peuple. Les autres ne sont pas élus, c'est lui l'élu du peuple. Donc il faut beaucoup de sagesse et ne pas... Et de recul, avec ça, parce que aux choses, aux événements. C'est pas bien qu'un président africain se retrouve dans des problèmes et quitte son pays ou qui fuit son pays. C'est la honte pour tous les Africains. Donc, on n'a qu'à mettre la balle à terre pour que chacun d'entre nous comprenne que, bon, le président Yahya Boni, il est au pouvoir, il lui reste, je crois, 8 mois ou 9 mois. Accompagnons-le pour terminer dans de bonnes conditions son mandat. Nous sommes tous des simples mortels. Un jour, quand vous êtes face à votre miroir tout seul dans votre maison, posez-vous la question, qu'ai-je fait pour ce pays? Ne demandez pas ce que le pays a fait pour vous. Qu'ai-je fait pour ce pays? Et à partir de ce Qu'est-ce que je laisse comme trace dans l'histoire et tout ça là. Voilà. Donc, voilà, parce que je suis venu dans le pays, on n'a même pas de bibliothèque, on n'a pas de cinémathèque. Nous sommes dans le délestage, les coupures d'eau fréquentes. Donc, tellement de difficultés qu'on ne doit pas perdre son temps sur des débats stériles. Non. Perdre son temps à créer des tensions inutiles. Le peuple a faim, le peuple a besoin que le président continue à travailler pleinement dans la sérénité. Et les opposants aussi, bon, un mot pour les opposants, parce que les opposants, c'est trop facile de s'opposer. Mais c'est quoi votre projet pour le pays? C'est quoi votre projet? Parce qu'il ne suffit pas de dire, oui, le président fait ci, ça. Vous-même, qu'est-ce que vous proposez pour développer le pays? C'est la question que tout le monde se pose. Montrez ce que vous avez. Et si vous êtes à la place, qu'est-ce que vous allez faire? Le projet pour la nation. C'est ça que vous devez faire. Et au lieu de s'invectiver et tout ça là. Voilà ce que j'ai à dire. La critique est aisée, critique est aisée, mais l'art est difficile. Oui, exactement. Merci, Monsieur Sylvestre Amoussou. Je tiens à dire au peuple béninois, croyez dans vos rêves, battez-vous, ne laissez personne vous dire que ce n'est pas possible. Tout est possible. Et quand on croit, quand on travaille, on réussit toujours. Mais au bout de la réussite, beaucoup de travail. Voilà, et de sacrifice. Merci beaucoup. Merci à vous de nous suivre donc sur notre site, le site internet du quotidien Matin Libre, que vous lisez à Cotonou du lundi au vendredi. Retrouvez cette interview dans la rubrique Entretien Matin Libre et vous verrez aussi toutes les autres vidéos liées aux interviews précédentes. J'étais avec Monsieur Sylvestre Amoussou qui est au pays pour le tournage de son film, le troisième film, L'orage africain, un continent sous influence. Un continent sous influence que vous retrouvez donc très bientôt sur, j'allais dire, les grands écrans ou dans les salles de cinéma. Alors donc, je vous dis à très bientôt pour un autre numéro de Manager à l'affiche. Au revoir.